Paris, 3 septembre 2012. Jean, ballerine, pull fin et trench. Anne Capestan avait revêtu sa tenue de flic et serré dans sa main les clés de son nouveau commissariat. Elle s'était fixée 20 personnes sur 40. Si seulement un flic sur deux voyait de l'intérêt à cette brigade, alors ça valait la peine de la faire fonctionner. Impatiente et, pour tout dire, gonflée d'espoir, Capestan déboucha au pas de course sur la place où glougloutait la fontaine des innocents. Le vendeur d'une boutique de sportwear remontait son rideau de fer couvert de graffitis. L'odeur de friture des fast-foods s'insinuait dans l'air encore frais. Capestan se tourna vers le 3 de la rue des Innocents. Ce n'était ni un commissariat, ni un hôtel de police, juste un immeuble. Et elle n'avait pas le code. Elle soupira et entra dans le café à l'angle pour le réclamer au patron. B 84-98. La commissaire le convertit en bateau Vaucluse champion du monde pour le mémoriser. Sur l'étiquette chiffonnée du trousseau de clés, un 5 tracé hâtivement indiquait l'étage. Capestan appela l'ascenseur et monta au dernier. On ne leur avait pas fait la grâce d'un rez-de-chaussée officiel avec vitrines, néons et chalands qui passent. On les avait planqués en hauteur, sans aucune plaque sur rue ni interphone. La porte du palier s'ouvrit sur un grand appartement vétuste, mais lumineux. À défaut d'être honorable, les locaux avaient l'avantage d'être chaleureux. La veille, après le passage des électriciens et employés du téléphone, des déménageurs étaient venus tout installer. Buron avait dit de ne pas s'inquiéter, la maison s'occupait de tout, inutile de se déranger. Depuis l'entrée, Capestan aperçut un bureau en zinc, balafré de rouille. Juste en face, une table en formica verre d'eau penchée sur son pied coupé, malgré les sous-bocs qu'on avait glissés dessous. Les deux derniers bureaux consistaient en un plateau de mélaminé noir posé sur des tréteaux branlants. Tant qu'à se débarrasser des flics, autant se débarrasser des meubles. On ne pouvait pas reprocher au programme de manquer de cohérence. Des trous de taille variée ponctuaient les parquets, les murs étaient plus tannés que les poumons de fumeurs, mais la pièce était spacieuse et de grandes fenêtres donnaient sur la place, offrant une vue dégagée jusqu'à l'église Saint-Eustache. Via l'ancien jardin des Halles et des grues des travaux qui ne s'achèveraient sans doute jamais. Au détour d'un fauteuil crevé, Capestan remarqua une cheminée qui n'était pas murée et semblait fonctionnelle. Une bonne chose. La commissaire s'apprêtait à poursuivre sa visite quand elle entendit l'ascenseur s'ouvrir. Elle jeta un œil à sa montre, 8 heures pile. Tout en frottant ses chaussures de randonnée sur le paillasson, l'homme toqua à la porte entr'ouverte. Ses cheveux noirs et drus obéissaient à leur organisation propre et, malgré l'heure matinale, une barbe poivre et sel piquetait déjà ses joues. Il s'avança dans le salon et se présenta, les mains dans les poches de sa canadienne. « Bonjour, lieutenant Thorez. » Thorez. Ainsi, c'était la poisse qui se pointait la première. Il n'avait pas l'air de vouloir sortir la main de sa poche, et Capestan se demanda si c'était par peur qu'on refuse de la serrer ou s'il s'agissait simplement d'un rustre. Dans le doute, et pour esquiver le problème, elle décida de ne pas tendre la sienne, mais afficha un sourire chargé d'intentions pacifiques, son émail brandi comme un drapeau blanc de parlementaire. « Bonjour, lieutenant, je suis la commissaire Anne Capestan, en charge de la brigade. »« Oui, bonjour. Où est mon bureau ?» demanda-t-il comme s'il venait d'être poli. « Où vous voulez, premier arrivé, premier servi. »« Je peux faire le tour alors ?»« Je vous en prie. » Elle le regarda se diriger directement vers les pièces du fond. Thorez mesurait dans les 1,70 m, tout en muscles. Effet de chat noir, il entrait dans la catégorie Puma, dense et trapu. Avant d'atterrir là, il œuvrait au sein de la 3e BT, la brigade territoriale du 2e district. Il connaîtrait peut-être des restaurants dans le coin. De loin, elle le vit ouvrir la dernière porte au bout du couloir. Il hocha la tête et se retourna pour hausser la voix à son intention. « Je vais prendre celui-là. » Il entra et referma derrière lui, sans autre forme de procès. Peu importait, ils étaient déjà deux.
Un téléphone sonna et Capestan le chercha dans la pièce, parmi une multitude de modèles aussi peu assortis que le mobilier. Elle décrocha un appareil gris posé à même le sol près de la fenêtre. La voix de Buron la salua au bout du fil. Capestan, bonjour. J'appelle juste pour signaler que vous avez une recrue de plus. Vous la reconnaîtrez, je vous laisse la surprise. Le directeur semblait content de lui, au moins que ça amusait. Après avoir accroché, Anne échangea l'appareil gris contre une antiquité en bakélite. Elle la déposa sur le bureau en zinc qui ferait l'affaire après un coup de lingette. Capestan récupéra également une grande lampe avec un abat-jour crème et un pied en merisier éraflé qui traînait à côté de la photocopieuse. Puis, sortit de son sac, des lingettes et une tour Eiffel dorée de 15 centimètres. Anne se l'était offerte chez un vendeur de souvenirs sur le quai, le jour de sa première affectation dans la capitale. Elle ajouta son grand agenda en cuir rouge, un stylo bic noir, et voilà, c'était son bureau. En diagonale, entre fenêtre et cheminée, à 40 flics dans l'appartement, il serait un peu serré, mais ça passerait. Capestan se rendit dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. La pièce, assez vaste, était équipée d'un frigo bancal, d'une vieille gazinière et d'un meuble bas en pin, du modèle réservé aux kitchenettes de chalet. Le meuble était vide, il n'y avait pas de verre. Capestan se dit qu'il n'y avait peut-être pas d'eau non plus. Elle se dirigea vers la porte vitrée qui ouvrait sur une terrasse où un lierre jaunissant grimpait le long d'une treille en plastique, fissurant les pierres de l'immeuble. Dans un coin, une imposante jarre en grès ocre abritait un tas de terreau sec, sans trace de plantes. On voyait le ciel bleu et elle resta un moment à écouter Paris qui s'agitait plus bas. Quand elle revient dans le salon, Le Breton, l'ex-commandant de l'IGS, était arrivé et avait eu le temps de s'installer derrière le bureau en mélaminé noir. Sa haute stature pliée en quatre, il tentait d'ouvrir une de ses caisses de dossiers à l'aide d'un opinel. Il procédait avec calme, à son habitude. Le Breton était imperturbable dans sa nonchalance comme dans ses opinions. Capestan gardait en mémoire la rigueur implacable de ses interrogatoires. Si la commission de discipline s'était rangée à ces conditions, Capestan n'aurait jamais été réintégré. Le Breton la prenait pour une brute, elle le tenait pour un psychorigide. C'était une vraie fête de se revoir, il leva à peine la tête. « Bonjour commissaire, dit-il, avant de reporter son attention sur le carton. « Bonjour commandant, répondit Capestan. Puis, un silence monumental s'abattit sur la pièce. Ils étaient trois. Capestan alla chercher une caisse, elle aussi. Munis d'une pile de cartons chacun, Capestan et le Breton épluchaient des dossiers depuis 2 bonnes heures. Des cambriolages en pagaille, des arnaques aux distributeurs, des vols à la roulotte ou des escroqueries à la fausse qualité. Ces cartons étaient des pochettes sans surprise et Capestan commençait à s'interroger ferme sur la teneur de leur mission. Une voix de stentor interrompit leur lecture. Ils se figèrent, crayon en suspens. Une femme, d'une 50aine d'années, tout en rondeur, apparut à la porte. Son téléphone piqué de strass essuyait une tempête véritable. « Mais je t'emmerde, tête de nœud, rugit-elle. J'écris ce que je veux, et tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que je vais pas laisser un costard-cravate haut comme 3 bites à genoux me dire où je dois pisser. » Capestan et le Breton la fixèrent médusés. La furie leur adressa un sourire cordial, puis opéra un quart de tour avant d'éructer. « Magistrat ou pas, j'en ai rien à carrer, vous me foutez au placard, très bien. Je n'ai plus rien à perdre. Et si vous voulez mon avis, ce n'est pas votre meilleure opération. Alors, votre substitut à la con, si je veux qu'il chope des hémorroïdes dans l'épisode prochain, je lui code des hémorroïdes dans l'épisode prochain. Qu'il prépare sa pommade, cet abruti. » Elle raccrocha d'un coup sec. « Bonjour, capitaine Eva Rosière, dit-elle en tendant la main. « Bonjour, commissaire Anne Capestan, répondit celle-ci, l'œil encore écarquillé, en serrant la main tendue. Eva Rosière, la surprise de Buron, sûrement. Elle avait travaillé des années au sein de l'état-major du quai des Orfèvres avant de se découvrir une vocation d'écrivain. À la surprise générale, en moins de 5 ans, ses polars s'étaient vendus à des millions d'exemplaires, traduits dans une dizaine de langues. Comme tout flic digne de ce nom, elle vouait au magistrat un respect plus que modéré
et n'hésitaient pas à les brocarder puissants sans vergogne, ces personnages dans le creuset du parquet de Paris. Elle ne s'embarrassait pas trop à masquer les identités et ridiculiser ceux qui lui déplaisaient. Dans un premier temps, les magistrats avaient rongé leurs freins en silence. Se reconnaître, c'était se dénoncer, et un profil bas valait mieux qu'un éclat. Puis, quand une société de production l'avait contactée, Rosière s'était mise en disponibilité de la police pour tenter la grande aventure de la saga télévisée en prime time. Depuis, Laura Flamme, police judiciaire, faisait les beaux jeudis de la Une et d'une trentaine de chaînes à travers le monde. Au 36, cette gloire soudaine avait suscité un certain amusement. Que Olivier Maréchal ou Franck Mancuso s'illustrent, soit, mais qu'une femme, stéphanoise de surcroît, puisse être dotée d'un gros cerveau et d'un bon stylo, le Parisien le concevait plus difficilement. C'était pourtant le cas. Sa fortune faite, curieusement, Rosière avait demandé à réintégrer ses fonctions au sein de la police, sans renoncer pour autant à ses activités de scénariste. Ladite police avait bien été obligée d'accepter. Mais ce qui était tolérable dans les romans devenait difficile à avaler sur écran. Avec un public élargi, sans compter qu'au cœur même de la PJ, en déballant ses millions devant des collègues qui n'en demandaient pas tant, elle avait fini par lasser la hiérarchie. Les moqueries qui passaient au début pour potage commençaient à démanger les orgueils, on pardonne moins aux gens qu'on envie. Ainsi, le début de saison, Gratiné avait déclenché une véritable cabale et l'administration s'était agitée pour museler l'artiste. Rosière échouait là aujourd'hui, l'administration avait donc remporté cette manche. Capestan, elle, suivait avec assiduité la série qu'elle trouvait très drôle et malgré tout bon enfant. Rosière sourit à Capestan, puis coula un œil gourmet sur le Breton. Une silhouette athlétique, le regard clair, des traits fins mais virils. Dans le genre minéral, il était plutôt réussi, fallait reconnaître. Seule une ride profonde et verticale qui barrait sa joue droite à la façon d'un pli d'oreiller déparait son physique hollywoodien. Habitué à ces revues de détails, le Breton s'inclina aimablement et rendit à Rosière sa poignée de main. Celle-ci s'adressa à Capestan. « J'ai 2 livreurs qui attendent en bas avec un bureau Empire, je peux le mettre où ?» Eh bien, Rosière pivota pour étudier la configuration des lieux. « À la place de ce merdier, ça irait ?» fit la capitaine en désignant l'autre plateau sur tréteau dans l'angle du salon. « Ça irait. » À 10 heures, Capestan se tenait debout dans l'entrée, telle une maîtresse de maison dont personne n'a honoré la soirée. Elle s'était esquintée à apprendre par cœur une quarantaine de CV et se retrouvait avec 3 flics qui ne risquaient pas de reparaître le lendemain. Elle ne comptait pas les y forcer, en tout cas. Pour chacun d'eux, atterrir dans cette brigade était une punition, sans doute la fin du parcours. Comme un écho au coup de mou de la commissaire, Thorez traversa le salon sans un regard pour ses collègues. Sur son passage, Rosière et le Breton tressaillirent entre surprise et superstition. Canadienne sur le dos et main dans les poches de son pantalon en velours côtelé, Thorez s'apprêtait à partir. Capestan hésita, puis décida de jouer franc jeu et de sonder les volontés. « Moi, je serai là demain, mais ne vous sentez pas obligé, dit-elle au lieutenant. L'équipe ainsi réduite, ça ne rimait plus à grand-chose de toute façon. Thorez, imperturbable, secoua un front de bourrique. On me paye de 18h à 12h et de 14h à 18h. Il tapota sa montre de l'index et ajouta « À demain ». Puis il sortit, refermant la porte derrière lui. Capestan se tourna vers Rosière et le Breton, attendant leur réaction. « Ce placard, c'est l'histoire de quelques mois, commença Rosière. Je ne vais pas me griller connement avec un abandon de poste. » Du bout des doigts, Rosière lissa sa chaîne et égrena de nombreux pendentifs qui reposaient sur sa gorge pigeonnante. Des médailles de saint pour la plupart. Thorez, il a son propre bureau, de toute façon, c'est ça ? Capestan confirma d'un hochement de tête et jeta un œil à le Breton. Avant de se replonger dans son carton, celui-ci fit brièvement part de ses intentions. Il y a forcément une affaire qui vaut d'être traitée, je la cherche. Pour démarrer, il serait donc 4 au lieu des 20 espérés. Ce n'était pas si mal finalement, et Capestan s'estima contente. Le lendemain, ils creusèrent des heures entières.
Piochant au hasard dans le mur de carton qui longeait le couloir, ils écumaient les dossiers, espérant dénicher un cas qui mériterait une enquête plus approfondie. Rosière fut la première à marquer sa lassitude. Sérieux, commissaire, on va se palucher des vols de mobiles jusqu'à la Saint-Glinglin? Il y a des chances, capitaine. On ne nous a pas envoyés là pour chasser Mesrine. Maintenant, on ne sait jamais, il faut insister. Peu convaincue, Rosière se planta devant le mur. Ben voyons, plouf plouf, oh puis merde, je vais faire des courses. Capestan la vit saisir sa veste dans un geste d'une amplitude toute théâtrale. D'une façon générale, Rosière n'était pas la femme à redouter la visibilité. Ses cheveux flambaient de roux, ses lèvres brillaient de rouge, sa veste chatoyait de bleu. Aucun camailleux de beige ou de gris n'aurait risqué un fil dans le dressing de cette éclatante capitaine. « Attendez !» intervint le Breton à voix basse. Il venait d'ouvrir un dossier sur son bureau. Capestan et Rosière s'approchèrent. Un meurtre. Il y était sur le dessus de celui-là, dit-il en désignant un carton estampillé orfèvre. L'affaire date de 1993 et concerne un homme, Yann Guénan, tué par balle. Il a été repêché dans la Seine par les gars de la fluviale. Il était coincé dans une hélice. Les 3 flics contemplaient leur trésor, le sourire flottant sur les lèvres. Ils laissèrent s'écouler quelques secondes d'un silence respectueux. Le magot revenait à son découvreur. « Vous souhaitez vous en charger ?» proposa Capestan à Le Breton. « Volontiers. » On verrait si le chevalier des affaires internes serait aussi efficace pour patauger dans la Seine et ses corps qui y remontent. Capestan avait anticipé la constitution des binômes si une enquête venait à sortir. Elle ne voulait pas de Le Breton et personne ne voulait de Thorez. À 4 flics, le compte était rapide. La commissaire s'adressa à Rosière. « Capitaine, vous ferez équipe avec lui. »« Parfait, » répondit-elle en frottant ses mains dodues ornées de bagues multicolores. « Bon, qu'est-ce qu'il nous raconte, le Maccabée ?»